N'hésitez pas à me faire des retours sur le chat hein, par rapport au volume sonore. Je n'ai pas de retour. Et bonsoir à tous. Merci d'être présents avec nous pour ce premier live écho, comme annoncé sur Twitter récemment. Alors je vais passer pour l'instant voilà, sur la scène principale. Voilà, vous êtes ici dans mon bureau. J'ai fait un petit effort, j'ai ressorti le costume de banquier pour l'occasion, puisqu'aujourd'hui on va parler de la crise de 2008, la crise des subprimes. Bonsoir Roland, salut Walex. Alors c'est un stream interactif à l'heure du couvre-feu pour vous accompagner donc à l'heure de l'apéro. Hein. Donc on est vraiment là en toute déconstruction, à la vôtre. Et puis voilà, ouais, c'est un petit peu mon geste pour aussi essayer de combattre l'effet apéro, mais il se pourrait qu'on fasse des sessions l'après-midi, possiblement, pour combattre l'effet galette, s'il y a besoin. Mais là-dessus, j'attends des nouvelles de Jean Castex. Sur ce, on va être ensemble, je pense, pour une petite heure. On verra comment ça se passe. L'idée, essentiellement, de cette session sur les subprimes, c'était donc de parler d'un sujet que je connais bien, mais on couvrira, si ce stream est amené à se répéter, on reviendra sur d'autres sujets éco, des sujets peut-être un peu plus liés à l'actualité. On pourra parler aussi d'écologie, de banque, etc., de marché, de ce qui se passe un petit peu aussi avec la crise du Covid du point de vue économique et financier. Là, l'idée, c'est qu'on va commencer par la grosse crise de ce siècle, hein, en tout cas la crise financière de ce siècle, qui est la crise de 2008, la crise des subprimes. Pourquoi j'ai commencé aussi par ce sujet ? Pour deux raisons. C'est que d'une part, j'enseigne en fait sur ce sujet-là, notamment à la Sorbonne. Et donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une version light, une version courte du cours sur la crise de 2008 que je fais à la Sorbonne, qui dure normalement 3 heures, mais rassurez-vous, on n'en aura pas pour 3 heures. Et puis surtout, j'ai envie de le faire de manière moins linéaire avec vous. Donc j'ai mes slides, j'ai mes documents, j'ai mes ressources, hein, notamment voilà, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, moi je vous recommande ce livre hein, d'un auteur très sympa. Si vous voulez trouver ce livre, savoir comment le trouver, vous pouvez taper sur le chat point d'exclamation livre et Moobot va vous donner le lien. Je peux vous faire le test en direct, d'ailleurs regardez comme c'est bien fait. Et voilà, si je fais livre, voilà, le Moobot, ici, hop, 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 vous donne le lien. Bref, n'hésitez pas à interagir sur le chat. L'idée, donc, c'est d'avoir un stream le plus interactif possible. Et donc, ce qui va nous guider, c'est plutôt vos réactions que la manière linéaire que j'ai pu utiliser pour faire le cours. Donc, j'ai mes ressources, j'ai les slides de mon cours, j'ai quelques références, etc. Mais on va plutôt se laisser guider par ce que vous savez. Si vous connaissez le sujet et que vous voulez aller un peu plus loin, apporter des compléments, je sais qu'il y a sûrement des amis économistes qui vont passer sur le chat aussi ce soir, donc n'hésitez pas. Et puis si vous n'y connaissez rien, on est là pour apprendre, on est là pour discuter en toute décontraction, et puis vous allez vite réaliser que c'est pas si compliqué que ça en fait, et c'est pas inintéressant. Et du coup, pour commencer là-dessus, j'avais fait circuler sur Twitter et Facebook un petit sondage qui est encore ouvert, hein, qui est encore là, si vous voulez y participer. Voilà, il suffit de taper sondage dans le chat et le Moobot va vous donner le lien du sondage. Ça prend vraiment 5 secondes, il n'y a pas besoin de s'inscrire, c'est juste pour donner quelques mots-clés. Et donc je vais passer sur la scène principale, voilà, où j'ai donc mes slides. Et c'est ici que vous pouvez donc aller voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau de ce sondage. L'idée donc c'est de partir de vos réactions par rapport à la crise financière de 2008, et puis on va essayer de voir un petit peu ce que les gens ont dit et comment ça vous fait réagir vous, et ce que ça amène aussi au niveau, je dirais, du déroulé de ce qui s'est passé en 2008. Alors sans plus attendre, vu que j'ai quand même déjà récolté 17 réponses à ce sondage, ce que je vais faire, c'est que je vais vous afficher les réponses. Alors, restez avec moi, ce stream est réalisé par des professionnels. Et voilà. Et donc, normalement, voilà, ça c'est
La question que je vous avais posée pour essayer de démarrer un petit peu cette session, c'était ce que vous évoque la crise de 2008 en un mot. Aussi pour savoir un petit peu quelles étaient les attentes des viewers par rapport donc à cet événement de 2008 qui est arrivé effectivement il y a 12-13 ans. C'est quand même assez déjà ancien et pourtant, comme je le disais dans l'intitulé, est-ce que cette crise a encore des réalités aujourd'hui ? Bon, on peut y voir encore pas mal d'implications. Alors si on part un petit peu des réponses que je vois ici, je vois panique, fureur, colère, suicide aussi. Alors, on va peut-être commencer par cette notion-là, c'est pas inintéressant. Oui, évidemment, la crise des subprimes, cette crise de 2008 a créé aussi la fureur, la colère. Hein. On sait que cette crise a eu un effet mondial d'une part, et sur l'économie en général, et pas juste sur la finance. Et donc, les soucis que ça a pu engendrer pour le commun des mortels a évidemment créé la colère, puisque la première réaction qui a été celle des gouvernements, et ça fait référence aussi à un autre mot que je vois ici, c'est bail-out, c'est qu'en fait, face aux problèmes que les banques avaient suite à leurs conneries, et on va revenir dans le détail quelles étaient ces conneries dans quelques instants, évidemment, les gouvernements n'ont pas eu d'autre choix, ou n'ont pas pris d'autre choix que de refinancer les banques avec l'argent public. Donc d'une part, ça a coûté de l'argent du contribuable, ce qui a été très mal vécu par la population, hein, ce qui a créé cette colère, cette fureur, donc qui a aussi amené à des manifestations, à des mouvements comme Occupy Wall Street, parce que le sentiment d'injustice de voir que les gains des banques sont privatisés par ces banques, alors que les pertes, quand elles sont énormes et qu'elles prennent en otage toute l'économie, sont finalement socialisées. Donc s'il y a bien un acteur du libéralisme qui ne se soumet pas du tout à ces règles, c'est bien les banques, pour citer une personne que certains reconnaîtront sur le chat. Suicide aussi, alors oui, suicide, ayant travaillé à la City moi-même, je dois reconnaître que ça a été une période où, pour beaucoup de banquiers aussi, ça a été très stressant, et c'est une période où il y a eu beaucoup de suicides aussi dans les banques. Mais évidemment, je crois que peut-être que ce qui avait été dit par suicide, c'est... Est-ce que c'était dans le sens littéral ? Il y a eu effectivement aussi, suite à la misère sociale que ça a créé pour les plus démunis, j'imagine des drames de ce genre. Mais effectivement, ça c'est les impacts, c'est le côté très concret des crises, qui est rarement abordé par les économistes aussi, parce que le regard il est un peu plus froid. On explique les mécanismes, on essaie de voir ce qui va pas, mais la réalité est beaucoup plus sociale, beaucoup plus humaine. Celle-ci est très souvent ignorée, et donc c'est pas inintéressant effectivement de commencer par là pour cette session, un petit en introduction. Qu'est-ce que je vois d'autre ? Préavis. Alors préavis, faudrait voir un petit peu ce qui était sous-entendu par ça. J'imagine que c'était une crise avant d'autres crises. Effectivement, la crise de 2008 a enclenché quand même un nouveau cycle, un cycle qui... dans lequel on est encore en fait, c'est-à-dire de ces sauvetages, de cette austérité qui a dû être mise en place par les gouvernements, et c'est aussi le côté du coup inachevé. Il y a eu des coupes, il y a eu aussi du manque à gagner, puisque des entreprises ont fait faillite, les banques ne faisaient plus tout à fait leur boulot, il y avait un problème de confiance, et donc fatalement des gens se sont retrouvés au chômage, les États avaient des contraintes budgétaires qui fait que l'État-providence marchait un petit peu moins bien. Il y a eu la crise des dettes européennes après, et une espèce de... On est rentré dans un nouveau monde où en fait on est dans une espèce de stagnation en fait. La croissance elle est très très proche de zéro, et là, du coup, dès qu'il y a un choc, comme le choc Covid, tout de suite, ça exaspère un petit peu ces aspects. Donc effectivement, inachevé, préavis, ça me semble assez clair. Lehman Brothers. Alors Lehman Brothers, on va y revenir peut-être un peu plus tard. Lehman Brothers, c'est pas la seule banque qui avait les doigts dans le gâteau des subprimes, mais c'est celle qui est la plus connue parce que c'est celle qui a fait faillite.
ou qu'on a laissé faire faillite, puisque c'était loin d'être la seule banque qui était sur le point de faire faillite, mais celle-là n'a pas été sauvée par le gouvernement. Et c'est aussi ce qui a un peu mis le feu aux poudres, puisque du coup les banques ont réalisé qu'elles n'étaient plus too big to fail, trop grosses pour mourir. Donc c'est vrai qu'on revenait sur le fait qu'elles socialisaient les pertes, donc il y avait cette idée que pour les responsabiliser ces banques, Lehman Brothers n'a pas été sauvé par le gouvernement américain. Et en fait, le fait qu'un acteur aussi fort et puissant, ou perçu comme étant fort et puissant, et surtout très très gros, comme Lehman Brothers, n'ait pas survécu, tout le monde avait des doutes sur tout le monde. Et c'est ce qui a finalement empiré la situation. Ça a été géré du coup de manière très très désordonnée. Alors je voyais préavis, avertissement aussi, bon, on est toujours dans la même idée. Dollar shortage, alors dollar shortage, ça c'est un mécanisme un petit peu plus complexe, mais il faut savoir que l'huile, les liquidités, hein, c'est l'huile de la finance, c'est la confiance, et cette confiance fait qu'on se prête de l'argent, mais même de l'argent qu'on n'a pas en fait. Et plus on a d'argent et plus on s'en prête, plus on en crée, plus on est en capacité de faire des profits, mais tout ça repose énormément sur la confiance. Évidemment, quand Lehman Brothers s'est cassé la figure, les banques n'étaient plus vues comme étant immortelles, donc il n'y avait plus de confiance entre les différents acteurs financiers, et fatalement, on s'est retrouvé dans des situations de shortage, enfin d'absence de liquidité, donc il y avait plus suffisamment de dollars pour faire tourner la machine. Alors il y avait peut-être à un moment donné trop de dollars pour faire tourner la machine, et je pense qu'une des conséquences aussi aujourd'hui de la crise des subprimes, c'est que les banques centrales inondent les marchés avec du dollar, de l'euro, pour continuer à faire tourner la machine, sans vraiment se poser la question de la réformer, la machine. Mais à contrario, c'est parce que quand Lehman Brothers s'est cassé la figure, il y a eu justement des problèmes de liquidité, et c'est un petit peu ce qui a vacciné les banques centrales. Il y a du pour, il y a du contre. Là-dessus, on reviendra aussi sur ces mécanismes-là un peu plus tard. Tout ça, c'est des mécanismes un peu plus techniques, mais pas inintéressants. Alors ça, c'était pour le sondage. Je vais repasser sur la présentation, hein. On va continuer à parler de cette crise des subprimes. Hop. N'hésitez pas à réagir. Alors je vois une question sur le chat. Est-il exact qu'aux US, les petites banques locales ont fait faillite ? Oui, c'est exact. C'est-à-dire que on pense à Lehman Brothers, qui était, elle, une grande banque d'investissement qui était mouillée avec toutes les banques du monde et qui faisait essentiellement du trading. Hein. Là, on était vraiment on n'était pas du tout sur une petite banque de détail. On était sur une grosse banque d'affaires, une banque d'investissement, avec des traders, des salles de marché, etc. Sauf que la crise des subprimes, elle part avant tout des subprimes, des prêts immobiliers. On va expliquer ce que sont ces prêts subprimes dans quelques secondes, mais pour répondre à Philippe, bonsoir à Eric qui nous rejoint. Mais pour répondre à Philippe, au départ, il y avait plein de petites banques qui prenaient les dépôts des épargnants et qui proposaient du coup des prêts immobiliers, des prêts subprimes. Et comme finalement le premier domino qui a tombé et qui a conduit à la crise des subprimes, c'est quand justement ces prêts immobiliers n'ont pas été remboursés, il y a aussi des banques de dépôt qui en fait se faisaient essentiellement leur beurre sur ces prêts immobiliers, qui se sont retrouvés effectivement premiers de ligne et qui ont eu des problèmes. Et il y a des banques comme ça qui étaient des banques spécialisées sur les subprimes et qui ne faisaient pas spécialement d'activité de marché, qui se sont retrouvées effectivement aussi avec quelques problèmes, mais celles-ci ont été renflouées pour le coup. Eh bien, sur ce... alors ça c'est les objectifs du cours, ça on n'a pas besoin d'en parler tout de suite. Voilà, les subprimes. Alors, on va commencer par ça. Qu'est-ce qu'une subprime ? Alors j'ai évoqué les prêts immobiliers tout à l'heure, mais commençons par le commencement. Ce qu'on a appelé les subprimes pendant longtemps, en opposition aux primes, c'est en fait un prêt qui est plus risqué qu'un prêt classique. Mais la subprime, elle peut être hypothécaire, mais ça peut être aussi des prêts à la consommation, des prêts pour acheter sa voiture, les prêts qu'on a via les cartes de crédit. C'est juste une nouvelle catégorie de prêts. L'idée, c'est que le prêt prime, c'est le prêt classique qu'on connaît. Donc, vous allez à la banque, on regarde votre salaire, on regarde votre épargne, on regarde ce que vous cherchez à financer comme projet.
Et puis, on a une petite martingale, un petit modèle, une petite fiche pour savoir si votre prêt sera accepté ou pas, selon que vous êtes solvable ou non. Et en général, voilà, on prête à des gens qui sont quand même dans une sécurité financière importante, donc qui ont un boulot à plein temps, et puis on va pas leur prêter 10 fois leur salaire. C'est-à-dire qu'en général, quand on fait un prêt immobilier, on va prêter peut-être 3 ou 4 fois le montant de son salaire annuel, et donc si on gagne 50 000 euros par an et qu'on n'a pas d'apport suffisant, on va pas pouvoir emprunter 1 million pour acheter une maison à 1 million. Voilà. Ça c'est le principe des prêts habituels, des prêts prime. Mais du coup, forcément la clientèle pour ces prêts-là, elle est limitée. Elle est limitée parce que y a les bons payeurs et les mauvais payeurs. Et du coup, la clientèle essentielle, c'est les bons payeurs. Et comme en plus c'est des bons payeurs, l'activité elle est considérée comme finalement peu risquée, et donc on ne peut pas se permettre de mettre des taux usuriers non plus. Et c'est là que ces Américains ont eu une idée de génie, c'est qu'ils se sont dit, mais attendez, si on étend la possibilité de prêter à tout le monde en fait, même les gens qui sont moins solvables, qui sont un peu plus risqués, avec un historique de crédit plus difficile, eh ben on aura plus de clients, et donc on fera plus de prêts, et donc on fera plus de pognon. Et en plus de ça, comme ces clients-là sont plus risqués, on va se permettre de faire des taux d'emprunt beaucoup plus importants. Parce qu'on prend un risque, hein, nous en tant que banque, à prêter à quelqu'un qui est un peu moins solide financièrement. Donc les subprimes, les prêts subprimes, ce sont des prêts accordés à une clientèle moins solvable, tout simplement. Et évidemment, alors... Quand on fait défaut sur une carte de crédit et qu'il y avait 2000 euros ou 2000 $ sur la carte de crédit, bon, c'est une chose, mais qui est a priori pas en mesure ou pas susceptible de mettre à mal les marchés financiers dans le monde entier. Par contre, quand on est sur l'immobilier, on est déjà sur quelque chose d'un petit peu plus important en volume, en tout cas, sur des montants un peu plus gros, et on verra que le mécanisme en fait de ces dominos comme ça connectés est intéressant. Mais la base, c'est que aux États-Unis, le marché des prêts, et notamment des prêts immobiliers, s'est complètement libéralisé. On a étendu la clientèle à des clients peu solvables, et comme on le voit là avec ces chiffres, c'est que ça s'est développé vraiment à partir de 2001. Ça a commencé avec 200 milliards de dollars en 2002, et plus de 3 fois ce montant-là en 2006, et ça représentait quand même un quart des prêts immobiliers en général. Donc une portion une portion assez importante finalement. Un quart des prêts étaient des prêts subprime, et donc un quart des prêts étaient très très risqués en fait, ce qui peut facilement créer un effet domino, parce que si on a 5% du volume des prêts qui sont plus risqués, avec les 95% de prêts plus solides, dont on espère qu'ils vont être remboursés à temps, etc., dont on sait qu'ils sont probablement remboursés à temps, ça va. Mais avec les prêts risqués, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué, et c'est là que la finance prouve aussi qu'elle peut être ingénieuse de manière très risquée. Donc les subprimes, voilà, c'est des prêts, puisqu'on a aussi appelé voilà, la clientèle des subprimes, c'est des emprunteurs qui sont à risque, mais qui ont pu quand même emprunter pour acheter des biens immobiliers. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de succès. Vous imaginez quelqu'un qui fait de petits boulots, par exemple d'intérim, qui n'a pas de CDI, hein, ou l'équivalent du CDI américain, qui n'a pas d'apport, on lui dit tu peux acheter ta maison quand même, quoi. Et en plus, t'as pas besoin d'apport, quoi. Tu peux emprunter 99% du montant de la maison. Ces prêts étaient intéressants. Ça, c'est une autre subtilité. C'est un truc qu'on connaît pas trop en France. C'est que les prêts là-bas sont des prêts à taux variable, et des prêts qui sont indexés donc sur le taux de la banque centrale. Alors on verra un peu plus tard ce que c'est le taux de la banque centrale, mais comme n'importe quel taux, la banque centrale, voilà, elle a sa petite martingale, son petit algorithme pour savoir quel taux elle veut mettre. Mais à l'époque, les taux étaient super bas, et donc on peut peut-être expliquer ça rapidement. En gros, les banques peuvent emprunter de l'argent à la banque centrale. Et les banques vont devoir payer le taux de la banque centrale à la banque centrale pour avoir cet argent.
En général, si la banque centrale veut laisser faire le marché, veut pas trop qu'on aille emprunter de l'argent chez elle, elle va avoir des taux importants. Et puis c'est un taux qui est plus ou moins, en général, indexé, plus ou moins, encore une fois, sur l'inflation. L'idée, c'est quand même d'accompagner, et non pas de créer. Et donc, disons, voilà, si une banque a besoin de liquidité, et qu'elle va à la banque centrale, et qu'elle doit payer 5% d'intérêt sur cet argent qu'elle a emprunté, et ben derrière, quand elle va devoir prêter ce même argent à un particulier pour acheter une maison, elle va pas le prêter à moins de 5%, elle va le prêter à plus de 5%, forcément. Puisque l'idée, c'est ça, c'est comme ça qu'elle se fait son beurre. Mais donc, du coup, si la banque centrale, elle prête à 1%, et ben derrière, la banque, elle peut prêter à 2%, plutôt que de prêter à beaucoup plus. Et c'est ce qui s'est passé au début. Et c'est ça le taux variable, c'est que par contre, le jour où la banque centrale décide de passer le taux à 5%, et ben d'un seul coup, ton prêt qui était à 2%, donc 1 plus 1, passe à 6%, donc 5 plus 1. Et sur des prêts où en fait on a 90% du montant de la maison à rembourser parce qu'il n'y avait quasiment pas d'apport, passer de 1 ou 2% à 6%, ça peut faire monter les mensualités parfois même jusqu'à 2. Hein. Donc c'est pas rien sur l'échéancier du prêt. Et donc c'est aussi un des facteurs qui au début a attiré beaucoup de clients parce que les taux étaient bas. Et donc on s'est dit, en fait, un prêt subprime, c'est pas beaucoup plus cher qu'un prêt normal. Ok, j'y vais. Mes mensualités sont pas beaucoup plus élevées que mon loyer. Je peux me le permettre. Sauf que le problème, c'est que 2 ans plus tard, c'est plus forcément le cas. Et on verra que ça n'a pas été le cas. Ce qui est assez hallucinant, voilà, c'est qu'on le disait, voilà, c'est le marché des subprimes purs. C'était un marché à 640 milliards de dollars juste pour l'année 2006. Donc un an, enfin avant vraiment le plus gros de la crise des subprimes, un an ou deux avant le plus gros de la crise des subprimes. Et il y avait vraiment un avantage pour les banques à vendre de la subprime plutôt que de la prime, parce que la subprime finalement rapportait plus en intérêt, même si elle était plus risquée. On se disait c'est de l'immobilier, c'est du sûr, ça devrait aller. Et ça a vraiment créé comme ça une espèce de bulle vraiment immobilière aussi, puisque comme d'un seul coup, une toute nouvelle clientèle pouvait acheter des biens immobiliers, on s'est mis à construire à tour de bras des petites banlieues à l'américaine. Je ne sais pas si vous connaissez la série Weeds, par exemple. Bon, c'est peut-être déjà un peu daté comme référence, mais ou même peut-être Parks and Recs. Non, pas Parks and Recs, pardon, Arrested Development. L'idée, voilà, de ces petites banlieues avec des petites maisons toutes pareilles, pas très chères. Alors évidemment, entre 2002 et 2006, il y a eu énormément de projets de ce genre, parce que derrière, voilà, les promoteurs étaient encouragés par les banques de dire, faites des maisons peu chères, rapides. Nous, on a plein de clients qui sont prêts maintenant à acheter ces maisons-là, grâce à la politique des subprimes. Et évidemment, c'était encouragé aussi par les élus américains, en particulier, puisque il y avait l'idée un petit peu du rêve américain. N'importe qui, même n'étant pas très riche, pouvait acheter sa maison. Les promoteurs, du coup, pouvaient construire. C'était le cercle vertueux, quoi. Ça faisait de la croissance, tout le monde était content. Les administrés étaient contents. Les congressmen étaient contents. Donc, les subprimes étaient vraiment encouragés à tous les niveaux. On embrasse Mathieu Coq, salut Mathieu, qui passe faire un petit coucou, qui lui aussi s'est lancé dans les live écho. Donc je vous encourage à aller jeter un œil aussi à sa chaîne, mais après, quand on aura fini. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour sur ce que je voulais dire sur ce qu'est l'objet du prêt subprime. N'hésitez pas évidemment à réagir sur le chat, s'il y a des questions, des commentaires, des demandes de précision, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai après Alors, on reviendra... Ouais, on peut peut-être poser ces questions-là, si vous voulez répondre sur le chat. Bon, il n'y a rien à gagner, donc il n'y a rien à perdre. Hein. Pour reprendre une formule de Roland, qu'on embrasse. Salut Roland. Ça, c'est aussi quelques questions au sujet de la crise des subprimes. Des choses qui se sont passées autour de là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 15 septembre 2008 ? À quels instruments financiers ? Alors, on va peut-être se concentrer plutôt sur la question 2 et 3. L'idée, c'est que là, on a évoqué la partie subprime. Et aussi pour répondre un petit peu à la question de Philippe tout à l'heure,
les petites banques locales, etc., les petites banques locales, elles faisaient des subprimes, quoi. C'était une nouvelle manne, et donc sur le terrain, on vendait du prêt immobilier. Mais comment le fait que ces petits prêts immobiliers ont ensuite contaminé le monde entier, c'est évidemment avec d'autres instruments financiers, notamment les RMBS, les CDO et les CDS. Et c'est effectivement, comme le dit Philippe, par le mécanisme de titrisation. Absolument. Donc on va expliquer ce que c'est, mais c'est effectivement le nœud, c'est le mécanisme qui, de petites banques locales et de petits prêts immobiliers, risqués ou non, évidemment, si ces prêts immobiliers venaient à ne pas être remboursés, ça allait mettre en difficulté les banques du coin, ça c'est sûr. Maintenant, le fait que ça ait mis en difficulté les banques du monde entier, c'est un peu plus compliqué et c'est effectivement notamment dû à la titrisation. Et la titrisation, pour le dire simplement, et puis on va revenir dans le détail après, c'est une manière de rendre un produit financier qui est peu liquide. Alors, ce qui est pas liquide, un produit financier liquide, par exemple, c'est une action. Une action, si vous voulez acheter une action Total, c'est pas compliqué. Il y en a plein. Vous allez voir votre courtier, et puis vous allez sur Boursorama ou n'importe où, et vous achetez une action Total, vous la revendez, c'est pas compliqué. Ça, c'est un produit qui est liquide. Si vous voulez acheter un bon du Trésor français, donc la dette de la France, ça pareil, il y en a plein. Ça rapporte pas grand-chose en ce moment, mais vous pouvez comme ça souscrire à des bons du Trésor. Ça aussi, c'est un produit financier hyper liquide. Par contre, un prêt immobilier entre vous et votre banque, imaginez par exemple que vous avez votre prêt immobilier de la maison auprès de la Société Générale, et c'est juste un contrat entre vous et la Société Générale. C'est pas un instrument financier qui peut être échangé sur les marchés. La titrisation, c'est ce qui permet de transformer ces produits un peu sur mesure entre deux personnes en produits qui peuvent être échangés sur les marchés. Et l'idée donc, c'est de mettre en commun un tas de produits, un tas de prêts immobiliers en l'occurrence. Donc imaginez toutes les personnes d'une ville. Il y a peut-être, je sais pas, sur une ville de 20 000 habitants, imaginons 20 000 personnes qui ont un prêt immobilier à la banque. Et on va mettre tout ça, on va créer une entreprise, qui est une entreprise, une boîte aux lettres, qui va en fait posséder ces prêts-là. Et on va revendre ensuite, plus ou moins, si vous voulez, la dette de cette entreprise ou les actions de cette entreprise, qui du coup est exactement corrélée à la performance des prêts immobiliers. Et donc cette entreprise boîte aux lettres va en fait reverser aux investisseurs l'argent des loyers du prêt immobilier, quoi, les traites du prêt immobilier. Et ça, c'est la titrisation. Et du coup, ces produits, ça a marché, ça a cartonné. C'est ce qu'on appelait les RMBS pour Residential. Donc ça, c'est la résidence, c'est les prêts immobiliers résidentiels. RMBS, Residential Mortgage Backed Securities. Mortgage pour prêt immobilier. Pour l'immobilier résidentiel. Et backed, ça veut dire qu'en fait, c'est un instrument financier qui va vous rapporter tous les mois de l'argent. Et s'il fait défaut, il est backed, il est censé être backed dans la mesure où ce qui est backed up, en fait, c'est-à-dire qu'il y a un collatéral, c'est que derrière, il y a quand même des biens immobiliers qui peuvent être éventuellement saisis pour compenser les pertes. Mais on verra que c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, avançons. Ah pardon, j'ai loupé une question de Walex, je la regarde, je la prends tout de suite. Avant la faillite, avant la crise, en cas de défaut de paiement d'un emprunteur, de prêt immobilier sans garant, il se passe quoi pour lui ? Alors effectivement, c'est ce qui se passe avant, c'est ce qu'on décrit ici. Si on oublie les subprimes et la titrisation, 30 secondes, et qu'on se place dans un schéma à l'ancienne, en gros, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a les prêts. Donc c'est la case. J'ai peut-être même le. Donc on a les prêts ici. Non, j'ai pas le petit stylo. Je pensais que je pouvais annoter. Bon, c'est pas très grave.
Bon, on va arrêter de faire le con avec Adobe PDF. Donc on a des prêts immobiliers, peu risqués parce que, encore une fois, on est sur une clientèle qui est censée être solvable. Et donc, qui est-ce qui fournit ces prêts immobiliers-là ? Bah, ce sont des institutions de crédit. Alors, en France, c'est surtout des banques, mais il y a aussi des courtiers. Il y avait beaucoup de courtiers, des brokers, donc au Royaume-Uni, oui, mais aussi aux US. Parce que bon, les US sont beaucoup plus libéraux sur les produits financiers. Et donc, il était possible d'emprunter comme ça via ces institutions. Et puis, s'il y avait un défaut de paiement assez rare sur ce type de clientèle, et on remercie Emmanuel pour son follow. Salut Emmanuel, bienvenue à l'apéro. Donc le collatéral. L'idée, c'est que dans le pire des cas, on part du principe que la personne va rembourser. Si elle n'arrive pas à rembourser, on peut éventuellement saisir la maison. C'est-à-dire que derrière, il y a quand même une maison qui va pouvoir compenser les pertes. Mais effectivement, si on considère que la personne va pouvoir rembourser, que c'est juste un petit coup dur, quelque chose, on va pouvoir éventuellement réétaler sa dette, lui proposer un moratoire pour quelques mois. Il y a des assurances aussi, en général, quand on prend un prêt immobilier, il y a une assurance qui permet de compenser. Mais tout est fait pour éviter le défaut, en fait. Et s'il y a défaut, dans le pire des cas, le défaut il est très rare. Et s'il arrive ce défaut, on récupère la maison. Mais le sel du fait de récupérer la maison, c'est justement ça ne marche que si le défaut est rare. Et à la fin, on rembourse le prêt immobilier, tout va bien. Et donc on a une relation entre les institutions de crédit et les emprunteurs. Après 2001, et avec ces histoires de subprime, on a toujours donc des institutions de crédit qui prêtent, mais aussi il y a une clientèle plus risquée. Et du coup, on a les banques d'investissement avec... ce qu'on fait, c'est que du coup, ces prêts avec des subprimes et non subprimes, on va les mélanger ensemble. Et on va donc créer cet instrument financier pour le revendre à des investisseurs partout. Donc c'est-à-dire que si moi, en tant qu'investisseur, plutôt que d'acheter une action totale, imaginons, d'ailleurs, ça peut être même un petit investisseur. Il y avait un tas de fonds de pension donc, pour payer les retraites, ou même monsieur et madame tout le monde, qui allaient dans leur banque et on leur disait « Ah vous avez 1000 € à placer, plutôt que le mettre sur un livret A ou l'équivalent d'un livret A, ou plutôt que d'investir dans une action EDF, vous pouvez investir dans ce produit, ce RMBS, qui est en fait un type de CDO. C'est un produit, donc c'est comme un bon du trésor. C'est comme un emprunt d'État. Donc tous les mois, ça va vous payer quelque chose. Et à la fin, vous récupérez votre cash. Et ce qui était payé tous les mois, c'était en fait les loyers des prêts immobiliers. Donc, ce qui se passe pour les institutions de crédit, c'est qu'avant, elles voulaient récupérer leur pognon. Et donc, elles pouvaient éventuellement saisir les maisons. Or là, maintenant, il y a du transfert de risque. C'est-à-dire qu'elles n'ont plus à se mouiller. Elles font du prêt, et après le prêt, grâce à cette titrisation, grâce à ce RMBS, elles peuvent le revendre à des investisseurs qui, eux, de leur côté, se disent « Mais c'est un bon du trésor, quelque part. Enfin, c'est comme un bon du trésor, donc ça doit être assez solide. C'est basé sur de l'immobilier américain, donc forcément, l'immobilier américain, c'est du solide. Les agences de notation, comme il y avait des mauvais prêts, mais aussi des bons prêts dedans, ils disaient globalement, c'est diversifié, donc c'est du triple A, c'est super safe, vous pouvez y aller. » Et aussi l'espoir un peu implicite de se dire, comme c'est de l'immobilier américain, c'est très concret, ça c'est de l'économie réelle, c'est moins risqué que d'aller investir dans des marchés émergents, c'est moins risqué que d'aller investir dans des startups, et de toute façon s'il y a un problème, comme c'est de l'immobilier, c'est du concret, on pourra éventuellement saisir les maisons, ou alors il y aura un sauvetage de l'État américain, parce qu'ils ne peuvent pas laisser les gens dans la merde, c'est de l'immobilier, quoi. Et ça, c'est les banques d'investissement qui ont fait beaucoup de cette titrisation. Donc l'idée, c'est de mettre en commun ces prêts immobiliers dans un produit qui peut être échangé sur les marchés et qui allait vendre ça un peu partout dans le monde. Et ce qui fait que le risque des subprimes a contaminé le monde entier.
Il y a un troisième produit financier qui est encore plus pervers, ou un petit peu plus pervers, c'est le CDS. Là, ce que je vous ai raconté, c'est toutes les raisons pour lesquelles on pensait que c'était pas risqué. Parce on ne cherche plus vraiment... Les institutions de crédit ne vont plus vraiment saisir les maisons. Elles ont déjà refilé la patate chaude. C'est maintenant le problème des investisseurs. Les investisseurs se disent, bon, s'il y a quelques maisons qui font faillite, on va récupérer notre argent, mais de toute façon, c'est l'immobilier, ça va aller, il y a des investisseurs sûrs derrière, tout va bien. Et puis, si jamais, malgré tout ça... alors déjà, pardon, il y a un autre point qu'il faut préciser. C'est comme l'instrument financier, il est liquide, c'est-à-dire qu'il est facilement échangeable, c'est que si on considère que ça commence à être un peu risqué, on pourra sûrement s'en débarrasser de toute façon. On cherchera à le revendre. Et si jamais on n'arrive pas à le revendre ou qu'on veut s'assurer contre le défaut de ce produit, on peut souscrire un CDS, un Credit Default Swap. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un CDS ? C'est une espèce d'assurance. C'est un produit dérivé, dont le sous-jacent, donc dont le produit assuré, c'est justement ces instruments liés au subprime. Tous les mois, avec le CDS, on va payer une petite prime fixe, et si le CDO venait à faire défaut, donc si je recevais pas mon argent parce que derrière il y avait des subprimes qui n'avaient pas remboursé, et ben l'assurance me couvrirait des pertes. Donc ça marche un peu comme une assurance voiture, quoi. J'ai une voiture, et si la voiture se plante, finalement c'est l'assurance qui va payer, et donc moi je suis couvert. Et puis comme une assurance voiture, tous les mois je vais devoir payer le prix de l'assurance voiture, mais c'est pas grand chose par rapport effectivement à l'argent que je vais avoir si la voiture se plante. Le truc un peu pervers avec les CDS, c'est que d'une part, quand on vend, nous en tant qu'assureur, un CDS, on n'est pas obligé de chercher à se couvrir. C'est-à-dire que derrière, moi j'ai pris votre argent, mais il n'y a rien qui prouve que je serai capable de vous payer la prime de risque à la fin. Je ne suis pas censé mettre de l'argent de côté ou me couvrir, faire un boulot d'assureur, quoi. Pourquoi ? Parce que là c'est la même chose. Le CDS c'est un produit qui est échangé sur les marchés et qui peut être vendu tellement facilement. Il est tellement standardisé que si le risque commence à monter, qu'il va peut-être falloir une prime de risque, on va le revendre un peu plus cher, enfin un peu moins cher à quelqu'un d'autre. On va essayer de s'en débarrasser le plus vite possible, plutôt que d'être le dernier à avoir la patate chaude comme un con. Ça c'est vraiment ce qui s'est passé du côté des assureurs. Et du côté des gens qui achetaient ces CDS, ça c'est encore plus beau, c'est qu'on peut acheter des CDS autant qu'on veut en fait. C'est-à-dire que le marché du CDS n'est pas limité au marché du CDO. Je m'explique. Imaginons que je suis dans une économie où j'ai 10 voitures. Et j'ai que 10 voitures à assurer. Et donc techniquement, je peux créer que 10 assurances voitures. Et là, c'est pas le cas. Et il y a un moment donné, le volume des CDS était genre 20 fois plus grand que le volume des subprimes elles-mêmes. Donc on est vraiment sur un produit dérivé, vraiment dans le sens, la dérive aussi, mais aussi dans le sens virtuel, quoi. Et surtout, pour acheter un CDS, donc pour acheter cette assurance voiture, je n'ai pas forcément besoin de posséder une voiture. Donc ce que je peux faire, si je continue mon analogie avec les assurances voitures, c'est que je peux assurer 20 fois la voiture du voisin que je n'ai pas, et espérer que la voiture du voisin se plante un jour, pour que je puisse toucher 20 fois le prix de la voiture du voisin. Voilà, c'est exactement comme ça que ça marche, le CDS. Et donc évidemment, la croyance en plus, c'est que la croyance que derrière c'est quand même de l'immobilier américain et que c'était considéré comme super safe, les CDS étaient vendus quasiment pour rien, une bouchée de pain, parce qu'on se disait voilà, cette assurance elle sert à rien. Et on peut en acheter en fait tout simplement pour spéculer, non pas pour assurer, mais si par exemple, c'est pour ça qu'il n'y a pas de limite, c'est qu'à un moment donné les prêts subprime, il y a quand même une limite. Les brokers étaient encouragés à en faire un maximum, certes, en vendre un maximum, mais si ça va pas assez vite et que j'ai quand même envie d'investir sur les subprimes parce que je vois que tous les petits copains qui ont acheté sur des subprimes se font des rendements à 6%, 7%, je vais me dire, moi j'ai un produit en fait qui est quasiment comme les subprimes, qui dépend du marché des subprimes et qui te permettra d'avoir les mêmes rendements, c'est que t'as qu'à vendre un CDS, quoi. Et tous les mois tu vas récupérer du cash qui est lié à tout ça.
Et donc évidemment, comme tout le monde voulait être de la fête, et qu'il n'y avait pas assez de CDO pour tout le monde, il y avait pas mal de gens qui ont spéculé en achetant des CDS, quoi. Et des CDS qui, comme vous l'avez compris, ont un effet levier énorme, encore plus que les CDO eux-mêmes, quoi. Voilà le nouveau schéma. Très, très compliqué, hein. J'ai passé beaucoup de temps, je m'en excuse, mais par rapport à ce qu'on s'imagine un peu bêtement entre, je dirais, ce qui est la banque de détail quand on va faire un prêt immobilier, puis en fait la banque de détail derrière, elle, le cash qu'elle vous prête, en fait elle le crée, hein. Ça c'est la création monétaire. Là on a vraiment un côté, on cherche à se débarrasser du risque, et comme en plus ça payait bien, tout le monde a voulu en acheter, et ça a été vraiment un nouveau terrain de jeu qui évidemment a toute l'allure d'une bulle, et une bulle qui a pu éclater. Alors bon, ça c'est la théorie, ça c'est plutôt pour les élèves, hein. Voilà, on n'a pas besoin de s'embêter avec des graphiques comme ça, mais l'idée, peut-être quand même brièvement pour vous montrer, c'est que voilà, on a un tas de residential mortgage, donc voilà, des prêts immobiliers pour le commun des mortels, qui vont être mis en commun via une entreprise, et puis l'entreprise, dès qu'elle va recevoir le paiement de la mensualité, elle va la reverser à celui qui a acheté la part de l'entreprise, en fait. Et c'est ce RMBS. Et dedans, voilà, il y a des bons payeurs, il y a des mauvais payeurs, mais le souci, c'est que quand il commence à y avoir un peu trop de mauvais payeurs, évidemment, il y a des CDS qui vont commencer à devoir être payés, alors que la personne qui a vendu le CDS s'attendait pas à devoir payer. Il y a le CDO qui d'un seul coup ne rapporte plus rien et qui a fait défaut, alors que les gens ne savent pas en fait quelles sont les maisons derrière. Les gens n'avaient pas forcément même conscience de qui était derrière les CDO. C'est peut-être le moment de parler brièvement, je sais pas si c'est après dans mon slide, je sais plus où je l'ai mis, mais peut-être le moment de parler brièvement de The Big Short. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu The Big Short sur le chat? N'hésitez pas à réagir pour me dire si vous l'avez vu. Il y a énormément de choses très parlantes dans The Big Short, hein. C'est un film qui est très réaliste et très intéressant. Mais il y a un point par rapport au film The Big Short que j'aimerais bien ressouligner. C'est l'attitude des brokers pour aller vendre les subprimes. C'est que, si vous vous souvenez bien, vous avez ces deux brokers là qui font un peu show-off, c'est un peu deux kékés. C'est vraiment deux kékés. Alors évidemment, c'est un peu romancé, mais l'idée, c'est que les subprimes, c'est pas juste une clientèle qui est un peu plus risquée qu'une clientèle plus classique. C'est qu'à un moment donné, comme derrière, tout le risque qui était revendu sur les marchés financiers, ces brokers-là avaient une pression folle pour en faire de plus en plus. Et donc, on prenait pas juste une clientèle un peu plus risquée, on prenait une clientèle vraiment risquée. Et dans le lot, l'anecdote du film, c'est qu'à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils ont prêté à une stripteaseuse qui n'a pas de revenu fixe et qui a pris le prêt immobilier au nom de son chien. Parce qu'ils ne vérifient absolument rien. Eux, ils s'en foutent de savoir s'ils vont revoir la maison ou s'ils vont revoir leur pognon. Puisque derrière, en ayant vendu un prêt subprime, derrière, ils vont vendre un CDO, et c'est finalement l'investisseur en France, aux Pays-Bas, n'importe où, qui finalement, lui, ne sera pas payé. Donc eux, ils se mouillent pas. Et ce qui a encouragé effectivement aussi des méthodes commerciales scandaleuses, puisque c'est ce qu'on appelait les prêts ninja. Le prêt ninja, c'est no income, no job. Donc on prêtait à des gens qui n'avaient pas de boulot et pas de revenus. Et ils arrivaient quand même à avoir un prêt subprime. Alors évidemment, ceux-là, au bout de 3 mois, il leur arrivait de ne plus pouvoir payer. Et donc voilà, il y a vraiment cette fuite en avant du prêt subprime. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tant finalement des mauvais payeurs qui n'auraient pas dû faire de prêt. C'est des mauvais vendeurs qui sont allés chercher des gens qui n'auraient jamais dû avoir un prêt immobilier dans ces conditions-là, parce qu'on les a foutus dans la merde, pour citer un autre Vincent célèbre. Eric me dit qu'il a aussi vu Inside Job.
Inside Job, je crois que je l'ai vu, mais là ça me dit rien. C'est le documentaire, non, qui est justement... c'est Matt Damon qui fait la narration, c'est ça? Où ça commence en Islande, je crois. Il est pas mal aussi ce documentaire. Moi j'en recommanderais un troisième qui est mon préféré. C'est Too Big to Fail. Alors c'est pas un gros film qui est sorti à Hollywood, c'est un téléfilm de HBO qui reprend en fait le livre Too Big to Fail et où on revient un petit peu sur le week-end de la faillite de Lehman Brothers et comment le Trésor américain a essayé quand même de la sauver en demandant aux autres banques de la racheter, de mettre de l'argent sur la table, et le deal a capoté. Mais Too Big to Fail, je recommande fortement, c'est beaucoup plus romancé d'ailleurs que Inside Job. Mais Inside Job, voilà, si vous voulez entendre aussi Christine Lagarde et Dominique Strauss-Kahn parler avec un accent anglais aussi bon que le mien, c'est pas inintéressant non plus, voilà. Mais oui, Inside Job, ça fait aussi partie des films intéressants sur le dossier. Alors, je reprends le fil. J'en étais où? Voilà, sur ces mécanismes. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions par rapport à tout ça? Bon, là, on a vraiment parlé des mécanismes qui, d'un petit prêt immobilier très risqué, comment ça a pu contaminer tout le monde. J'espère que c'était clair. Mais en fait, c'est des mots compliqués. RMBS, CDO, CDS, les marchés, etc. Mais en fait, le mécanisme qu'il y a derrière, il est très simple. C'est celui de l'assurance voiture, mais complètement dérégulé. C'est celui du fait de passer la patate chaude sans savoir ce qu'il y a derrière. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et de pratiques commerciales plus que douteuses, puisque voilà, comme on se mouille pas, tout va bien. Mais la raison pour laquelle une petite crise qui aurait dû finalement juste embêter 2-3 banques, parce qu'après tout c'est leur connerie, hein, elles ont le droit de faire des conneries, hein, et elles ont le droit de payer pour leurs conneries. Mais le problème, c'est que ces mécanismes en fait font qu'on a vraiment eu une conjonction de bulles. Une bulle de crédit, d'une part. Alors pourquoi je parle de crédit, de bulle de crédit? Parce qu'évidemment, il y a eu un problème de crédit au départ, c'est que c'était le crédit subprime qui ont commencé à ne plus être remboursés. Une crise immobilière aussi, puisque cette demande et cette offre de crédit immobilier a justement fait exploser aussi la construction immobilière. Donc il y avait des chantiers, des entrepreneurs. Je parlais tout à l'heure des petites banlieues à l'américaine qui ont poussé comme des champignons. Donc évidemment, tout ça c'est bon pour l'économie aussi. Une crise de l'assurance, puisque voilà, on a décrit le phénomène des CDS qui étaient vendus n'importe comment. Deutsche Bank par exemple, qui est une des pires banques d'Europe, pardon, je l'ai pas dit, qui était super exposée sur les CDS, qui vendait des CDS à tout le monde parce que ils étaient contents d'avoir des super quants, des super produits compliqués comme un CDS, et du coup de vendre ça au prix d'un petit pain parce que personne en face pensait que les CDO allaient faire faillite, allaient faire défaut. Une crise financière évidemment, puisque c'est la finance mondiale, c'est via la titrisation qui était exposée à cette crise économique d'une part, qui est devenue donc crise financière. Et la crise financière, c'est ce qui a rendu une crise immobilière ou de crédit américaine en crise mondiale. Et comme derrière les banques ne se prêtaient plus, c'est toute l'économie, les grosses entreprises, les petites entreprises qui ont été mis à mal. C'est les États qui ont dû creuser les déficits pour venir au secours des banques avec tout ce renflouement. C'est les épargnants qu'il a fallu protéger aussi, parce qu'il y avait des files d'attente, notamment aux États-Unis et en Angleterre, dès qu'il y avait une banque qui était en rumeur de faillite, ce qui a dû aussi pousser les gouvernements à sauver toutes les banques. Et donc cet argent qui ne circule plus, ces entreprises qui font faillite, ces gens qui doutent, c'est pas bon pour le business, et ça crée évidemment une crise économique globale qui va exacerber évidemment les inégalités et dont on paye encore un peu les conséquences aujourd'hui. Je dis un peu pour faire un petit euphémisme, mais clairement, c'est vraiment la conjonction de plusieurs crises. Une crise monétaire aussi. Alors pourquoi j'ai mis monétaire là-dedans ? Parce qu'il faut savoir qu'il y a un mécanisme, peut-être que vous le savez, c'est le mécanisme de la création monétaire. Si je vais faire un prêt demain à la Société Générale ou à la BNP pour faire un prêt immobilier, la banque ne me prête pas l'argent qu'elle a. Elle me prête de l'argent qu'elle crée. C'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de faire de la création monétaire. Si j'emprunte 10 000 euros
eh ben, elle va créer 10 000 euros qui sont liés à mon emprunt. Moi, en plus, je vais payer des intérêts dessus, donc la banque va se faire du fric. Et puis, quand j'aurai fini de rembourser mes 10 000 euros, eh ben, la banque détruit ces 10 000 euros. C'est comme ça que marche la création monétaire. C'est 90% de la création monétaire en zone euro, en temps normal. Elle n'est pas faite par la banque centrale. C'est pas la planche à billets. C'est pas la Fed aux États-Unis qui imprime des billets. Non, non. C'est les banques de détail qui, du coup, ont les clés du coffre et peuvent créer autant d'argent qu'ils veulent, tant qu'il y a une demande de prêt derrière. Et donc, il y a un petit côté alchimiste. C'est que les brokers qui voulaient faire ces prêts immobiliers, ils étaient jamais vraiment stoppés, parce que tant qu'ils avaient trouvé un client qui était prêt à emprunter 100 000 euros pour acheter une maison, eh ben, ils pouvaient créer ces 100 000 euros pour faire vendre ce prêt immobilier. Ce qui a aussi créé une bulle, donc une bulle monétaire, puisque la fuite en avant de l'offre pour pousser ces produits subprime, les produits immobiliers en général, a fait exploser la masse monétaire, et donc plus dur fut la chute lorsque les banques centrales ont dû prendre du coup le contrôle, mais quelques années après, puisque le canal bancaire ne faisait plus bien son travail. Il y a quelque chose vraiment de... On a donné les clés du coffre finalement aux fous qui étaient encouragés par juste le fait d'en vendre plus et encore plus, et pas tant par la véritable demande des citoyens qui n'avaient pas les moyens d'acheter, de prendre ces prêts immobiliers, qui ne parlaient parfois même pas la langue, qui ne comprenaient pas ce qu'ils signaient. Alors pourquoi d'un seul coup des gens qui ne pouvaient pas rembourser, enfin qui pouvaient payer peut-être un peu quand même au début, n'ont pas pu payer sur la fin? Et bien c'est cette histoire aussi de... Alors ça c'est assez pervers. Comme je vous le disais tout à l'heure, les prêts subprime sont des prêts à taux variable. Et que au début des années 2000, les taux étaient assez faibles. Et donc les banques ajoutaient une petite prime. Et donc imaginons, je dis ça au pif, mais que le taux directeur était à 1%. Et donc les gens pouvaient emprunter à 2%. Et donc la banque se faisait un profit de 1%. Et donc un prêt à 2%, ça vaut quand même le coup, même si on ne peut pas trop payer, parce que c'est un prêt, de toute façon, sur 35 ans. La mensualité, elle est de 1 000 euros ou de 1 000 $, c'est à peu près dans leurs moyens. Donc même s'ils n'ont pas énormément de moyens, ça passe. Le truc, c'est que la bulle a grossi. Donc les gens construisaient des maisons, achetaient des maisons, les entrepreneurs construisaient des maisons, l'économie reprenait des couleurs, pour d'autres raisons aussi, mais du coup les banques aussi qui faisaient du profit. Et donc évidemment, la croissance monte. Et donc l'inflation monte, les prix montent, et la Fed, qui a ses taux super bas, elle dit, bah ouais, mais mon taux, il n'y a plus rien à voir avec le taux de croissance, quoi. J'ai une croissance à 4%, j'ai un taux à 1%, ça peut pas marcher. Moi, il faut quand même que je contrôle un peu mon inflation, et donc je vais serrer un peu la vis. Et donc je vais passer mon taux à 4%, pour que les banques profitent un petit peu de l'argent qu'elles ont créé, plutôt que d'aller chercher de l'argent chez moi. Du coup, tous les prêts indexés sont passés de 1 ou 2% à 5, 6, 7%. Et ça, sur des prêts ultra leveragés, où il y a très peu d'apports et une maturité très longue, une échéance très longue, ça peut faire doubler, tripler en fait la mensualité. Et donc, évidemment, des gens qui étaient ric-rac pour payer leur mensualité à 1 000 euros ou à 1 000 $, se retrouvaient avec des mensualités à 2 000 $, 3 000 $. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pu rembourser. Augmentation du coût des défauts de paiement. Et là, c'est là aussi où on comprend bien que les brokers ne voulaient pas aller saisir les maisons. Ils préféraient refiler leur risque ailleurs. C'est que, imaginez que vous êtes dans un beau quartier, à Paris, le 16e, disons. Qui n'est pas mon quartier préféré, loin de là, mais c'est juste pour reprendre un poncif. Hein. J'ai une magnifique rue, et j'ai par contre une personne qui fait un défaut de paiement, et la maison est saisie. Bon, bah tout le reste va bien, ça reste un quartier riche, et cette maison qui est saisie par la banque, elle va être revendue aux enchères pour que la banque puisse couvrir les pertes. Et évidemment, la banque n'a aucun problème pour revendre cette maison, qui en plus a sûrement dû prendre de la valeur entre le moment où la personne a fait le prêt immobilier et entre le moment où elle a fait défaut, peut-être 5-10 ans plus tard. Donc la maison en plus a pris de la valeur, donc la banque, elle se fait un pognon. Elle se fait du pognon. Par contre, imaginez maintenant que dans une belle rue, où il y a 20 maisons, bah déjà, bon, il y a une clientèle subprime, donc qui est un peu plus populaire, et qu'en plus de ça, j'ai déjà 3 ou 4 maisons
qui sont en cessation de paiement et donc qui sont saisis par la banque. Le quartier perd de la valeur et la banque n'arrive plus à revendre la maison, ou alors elle revend la maison pour le quart ou le tiers de son prix, et donc la banque ne se refait pas, même en ayant saisi la maison. Et c'est là que en fait le collatéral, le fait d'avoir comme ça cette garantie, ça ne marche que si on n'en abuse pas. Mais il arrive très très vite un seuil où saisir la maison, ça n'arrange pas la banque, parce qu'elle sait qu'elle ne va pas pouvoir se refaire sur la vente de la maison, parce que la maison elle-même aura perdu énormément de valeur. Et c'est ça aussi la vraie crise finalement du marché de l'immobilier. Et du coup ça pousse tous les prix à la baisse, évidemment. Donc on a une vraie crise immobilière. Donc une crise de crédit, une crise monétaire, une crise immobilière. Et juste pour reprendre les chiffres exacts, la Fed, et c'est du jamais vu, hein, elle n'a pas augmenté les taux de 1% vers 2%. Elle a augmenté les taux de 1% en 2004 à 5,25% en 2006. Et quand je dis pour les subprimes, ils ont ajouté 1% de prime les banques pour se faire un peu de bénéfices, c'est pas vrai. En fait, en général, c'est plutôt 2-3%. Donc pour le commun des mortels, il y a des prêts immobiliers qui devaient être au départ à 4-5% d'intérêt, qui sont passés à 10-12%. Ça a été évidemment un vrai problème. Et tout un tas de lotissements, et derrière du coup les entreprises qui faisaient leur fric en créant des petits lotissements, bah pareil, ça s'arrête d'un coup. Et donc là on est vraiment sur une crise de crédit qui devient vraiment une crise immobilière et une crise économique en général. Bah, c'est à peu près tout sur ce que je voulais raconter aujourd'hui, je pense. Dans le sens où je voudrais bien revenir aussi après sur la faillite de Lehman Brothers et sur les leçons de la crise et la manière sur laquelle cette crise nous affecte encore aujourd'hui. Mais je vois que ça fait bientôt 1 heure que je parle. Et donc si le sujet vous intéresse et qu'on puisse faire le lien avec, je dirais, les restes, c'est-à-dire que les leçons qui n'ont pas été apprises et ce qui peut encore nous tomber dessus aujourd'hui ou demain, qui est toujours un peu conséquence des mécanismes de la crise des subprimes ou de la crise des subprimes elle-même, je vous propose qu'on en reparle très, très bientôt dans une séance numéro 2 où là on a parlé des mécanismes et puis là on va parler un peu plus on va peut-être un peu plus décrire, je dirais, la situation d'un point de vue éditorial, voir comment humainement ces choses-là ont été digérées par les gouvernements, par les banques ou pas, et essayer d'amener ça à ce qui est notre situation actuelle. Et vous allez voir que vous n'allez pas être au bout de vos surprises là-dessus. Je vais rester encore un tout petit peu, peut-être se mettre en scène Real Talk pour prendre les questions du chat. Alors, est-ce que j'en ai raté? Et est-ce qu'il y a des réactions, des choses, peut-être des axes que j'ai pas explorés dans cette première session que vous voudriez que j'explore dans une seconde session à venir? Voilà, je pense qu'1 heure c'est bien, hein. Si après on fait 3 heures là, de cours magistral, une pensée à mes élèves demain qui vont se taper 3 heures de cours magistral là-dessus. Merci beaucoup Emmanuel. Est-ce que c'est le Emmanuel de Twitter que je connais bien ou Donc, merci d'être passé. Merci à vous, hein. On a vu pas mal de monde passer ce soir, ça fait plaisir. La vidéo sera encore disponible en VOD pour ceux qui n'ont pas pu être là en direct, ou si vous voulez vous la regarder à nouveau. Ben, je salue Emmanuel. Allez voir Emmanuel sur Twitter. Très très bon compte, très sympa sur l'économie. Mais pour peut-être en guise de conclusion, j'aimerais quand même le dire, c'est que bon, là j'ai vulgarisé des mécanismes qui n'ont rien de naturel, mais qui n'ont rien de si compliqué en fait. C'est l'opacité, elle vient du fait que les banques, elles donnent l'impression de faire des trucs absolument géniaux, alors qu'en fait c'est des choses très très simples, très très basiques qu'elles font. Le degré de complexité en fait est là pour rendre ça un peu opaque au commun des mortels. Je dis pas que tout est trivial, mais je dis que si les banques voulaient rendre cette information plus accessible, elles pourraient le faire comme je le fais là aujourd'hui.
Et c'est une façon de dire, bah voilà, laissez-nous faire, nous on sait faire, c'est compliqué, nous on sait faire. Et on se rend compte qu'elles savent pas faire du tout, quoi, en fait. Enfin, qu'elles savent faire, mais qu'elles prennent énormément de risques. Je vois une question de Philippe. Quel rôle de la Fed, le rôle de la Fed pendant la crise? Bah, c'est celui-là, c'est ce que la Fed a quelque part. Alors, il y a deux choses, je pense. Ça c'est bien expliqué dans. Je sais plus si c'est dans Inside Job. Je crois que ça doit être dans Inside Job. La Fed, d'une part, a complètement fermé les yeux sur le problème des CDO et des produits dérivés, des CDS, etc. En disant le marché est efficient, le marché est rationnel, ces produits-là sont sûrs, c'est super. D'une part. Donc, incapacité complète de régler le souci des subprimes, des CDO, des CDS. Gros biais orthodoxe, libéral, de dire le marché est efficient, c'est super, tout va bien. Et l'autre souci de la Fed, alors, je ne dis pas que c'est la Fed qui a créé la crise, mais la Fed a sa responsabilité dans cette crise. Et l'autre responsabilité de la Fed, c'est d'avoir augmenté les taux, en fait. Alors, est-ce qu'elle devait le faire de manière aussi brutale? Est-ce qu'elle avait vraiment réalisé qu'augmenter les taux comme ça allait créer aussi énormément de faillites des subprimes? Ou est-ce qu'elle s'est dit, bah, derrière, de toute façon, c'est le problème des banques qui ont mal fait leur boulot? Mais il est clair que la Fed a un rôle un peu ambivalent là-dessus. Et sur le rôle de la Fed, je dirais post-crise, donc là, qui a repris un peu le rôle des banques pour injecter des liquidités et faire de l'expansion monétaire, donc c'est aussi la planche à billets, donc créer de la monnaie, plutôt que de laisser les banques créer la monnaie, elles créent de la monnaie pour acheter des dettes douteuses. Ça, on reviendra là-dessus, je pense, dans une autre session dédiée en fait, à la politique monétaire, parce qu'en fait, la politique monétaire, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais dont le rôle est devenu hyper actif depuis 2010 à cause justement de cette crise des subprimes et dont on ne sort pas en fait. La crise Covid, au mois de mars, Christine Lagarde a dû annoncer des milliers de milliards d'euros supplémentaires pour acheter la dette des États, etc. Et ça a une conséquence très concrète sur la capacité des États à emprunter et sur les taux d'intérêt des États. Et ça, c'est une conséquence plutôt positive pour pouvoir laisser les États faire leur boulot. Mais ça a aussi des conséquences très négatives, puisque ça a un effet énorme sur les bulles de marché, qui en fait sont complètement accros à ces liquidités et qui empêchent en fait les réformes structurelles. C'est des pansements sur des jambes de bois. Une pensée pour Roland qui doit détester cette expression d'ailleurs. Et d'autre part, ça a un effet sur les inégalités aussi, parce que forcément les riches s'enrichissent avec le fait qu'on continue à insuffler comme ça, à faire gonfler les marchés, pendant que le commun des mortels a son taux de livret A à la banque qui a baissé et encore baissé. Mais on fera une session dédiée à ça particulier, parce que c'est un vrai sujet, la politique monétaire. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs, n'hésitez pas. Moi j'ai écrit des trucs un peu là-dessus aussi sur mon blog ou sur mon Twitter. J'en parle un petit peu aussi de la politique monétaire dans ce livre, l'occasion d'en reparler. Il est dispo gratuitement, hein, donc si vous voulez y jeter un œil, n'hésitez pas. Vous pouvez taper livre dans le chat pour avoir le lien. Et puis sinon d'aller voir aussi les comptes. Je sais qu'Emmanuel sur Twitter en parle aussi souvent. Jésabel Coupé-Soubéran, c'est aussi sa spécialité. Et puis voilà. Merci à Eric, merci Alex, merci Philippe, merci Emmanuel, merci Roland d'être passé sur le stream. N'hésitez pas à partager la VOD, à faire vos commentaires. Venez m'écrire sur Twitter pour suggérer peut-être des thématiques ou des questions pour les prochains streams. Mais en tout cas, merci de vous être prêté au jeu. Et je propose de vous laisser doucement mais sûrement avec un petit trailer qui me ferait plaisir de vous montrer, puisqu'on a parlé d'autres sujets, politique monétaire, etc. Si l'économie ça vous passionne aussi comme moi, et que vous êtes intéressé par le format podcast, j'ai un podcast aussi avec l'ami Roland qui était sur le chat qui s'appelle Rue de la Révolution, et on a sorti notre épisode best-of jeudi.
Et épisode best-of parce que c'est nos 1 an. Voilà, on a 1 an. 1 an, putain, 1 an. Déjà 1 an. Et je voulais du coup vous laisser avec le trailer de ce podcast, puisqu'on a fait une petite vidéo best-of des 1 an. Alors attendez, hop, on va juste changer. Je vais revenir sur la main. Je vais vous laisser avec le trailer de Rue de la Révolution que je vous encourage à aller voir. Si vous voulez savoir où trouver Rue de la Révolution, il suffit de taper RDLR sur le chat et vous allez avoir voilà, le lien qui s'affiche en bas, là, ici. Et je vous laisse sur ce trailer. J'avais l'impression qu'on nous racontait n'importe quoi. Qu'à un moment, pour pouvoir te faire ton avis, ton opinion sur un certain sujet, tu as besoin de le maîtriser. Et sur les questions économiques, j'avais vraiment l'impression que personne n'expliquait rien et que par contre, on utilisait l'argumentaire économique pour clore le débat. Elle a raison, Aurore Lahuc. Pas toujours facile de comprendre les enjeux économiques de notre temps. C'est pour ça qu'il y a 1 an, j'ai eu envie de lancer un podcast pour tenter d'y voir plus clair, en partant à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de s'engager au quotidien dans les différents aspects de leur vie. Comme Mathieu Le Sen, qui a lancé sa propre brasserie en privilégiant une approche respectueuse de l'environnement et de ses collaborateurs. J'ai voulu donner du sens à ma vie professionnelle et alignement des planètes oblige, mon associé et ami d'enfance, Olivier, avait les mêmes soucis et on s'est dit on peut pas continuer comme ça, il faut qu'on soit en phase avec nous-mêmes et du coup on a donné notre dème et on a créé la brasserie du Pays Flamand. Dans le podcast Rue de la Révolution, on s'entretient en toute simplicité avec celles et ceux qui sont sur le terrain. Engagement associatif, quête de sens, réseaux sociaux, violence en politique, crise écologique, économie, on évoque ensemble les grandes tendances actuelles et on propose bien entendu des décryptages, comme ici avec Isabelle Coupé-Soubeyran. Un des acteurs majeurs du capitalisme qui ne se soumet pas du tout, je dirais, aux règles du libéralisme, ce sont précisément les banques. Hein. On en est toujours, en dépit des réformes, on en est toujours à pile la banque gagne face le citoyen père, bien sûr. Rue de la Révolution, c'est un podcast mensuel dans lequel je vous propose, accompagné de mes chroniqueurs Roland et Nancy, de découvrir les causes qui animent nos concitoyens. Après 9 épisodes, et pour souffler notre première bougie, on vous a concocté un petit best-of que vous pouvez dès à présent découvrir sur rdlr.fastkill.com. Un podcast signé Fastkill. Fastkill.com. Fastkill qu'on embrasse aussi, qui produit notre émission et qui la rend audible. Un dernier mot pour répondre à Emmanuel qui me dit Freddie Mac et Fannie Mae, agences fédérales, sont accusés d'avoir favorisé la prolifération des crédits subprimes. C'est vrai. J'ai pas cité Freddie Mac et Fannie Mae en particulier, mais on en a parlé un petit peu plus tôt sur cette vidéo. Je vous encourage du coup à regarder peut-être à peu près au milieu de la vidéo, au moment où on parle de The Big Short. Mais il est clair que d'ailleurs c'est tellement bien décrit dans The Big Short que c'est les brokers, alors, eux en particulier, je sais pas, j'étais pas dans le secret des dieux, mais il est clair que sur le terrain, comme on savait derrière qu'on devait revendre les subprimes à des investisseurs, et là il y avait beaucoup de demandes des investisseurs pour se placer sur l'immobilier américain, les brokers avaient un incentive énorme pour vendre du subprime à n'importe qui. Et c'est là où il y a eu ces fameux prêts ninja, no income, no job, où on prêtait vraiment à n'importe qui. Donc j'aurais tendance à répondre malheureusement, Emmanuel, par la positive. Oui, il y a eu... Alors est-ce que c'est la seule cause ? Non, bien sûr que non. C'est vraiment une conjonction de causes où chacun a créé une machine suffisamment complexe et déconnectée pour que personne n'ait jamais vraiment à prendre ses responsabilités. Et c'est vraiment le mécanisme de la patate chaude, quoi. On refile à l'autre. C'est finalement peut-être la base des marchés financiers, vous me direz. Mais on reviendra bientôt. Si cette expérience vous a plu, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à partager, et puis du coup, si c'est le cas, on recommencera bientôt. Voilà, sur ce, à la prochaine. Merci encore d'être venu, merci pour tout, et à la prochaine. Je vais vous dire au revoir, voilà, comme il faut. Voilà, bye bye, et à très bientôt. À la vôtre, salut.